Depuis la création de l'Institut océanographique, les petits métiers de la pêche ont toujours partagé avec les scientifiques la volonté de préserver la lagune. En voie d'extinction, leur présence sur le port tient plus du folklore que d'une réelle activité économique. Aujourd'hui, les pêcheurs professionnels du Brusque se comptent sur les doigts d'une main, alors qu'ils étaient une centaine dans mon enfance. Naturel, ça mange que de l'herbe, les sopes. C'est un poisson qui a perdu la côte, c'est pour ça qu'on les fait griller, tu vois, pour refaire découvrir aux gens que bien cuisiné le poisson, bien préparé, il est excellent. C'est pas du poisson d'élevage, du poisson sauvage, c'est nourri naturellement. Tu les portes les deux s'il te plaît? Ce serait un poisson très rare et il aurait une côte. Mais comme tu le prends par banc et que quand tu le prends par banc, ben, tu n'as pas la vente souvent. Le prix descend et ça, la sope, on peut le prendre toute l'année. Tu vois la queue qui sort des mattes, tu vois. Et elle mange la posidonie. Elle se nourrit que de posidonie. D'un côté, tu fais des démarches pour préserver la pêche et tout. Et de l'autre côté, quand tu envoies les bouts rouges, là, quand tu déverses des polluants à outrance, c'est qu'il n'y a pas de loi en fait. Hein. Il n'y a pas de loi. Hein. Si on ne fait pas un peu, on ne fait pas vivre, on ne fait pas sentir un peu le poisson sur les quais comme ça, tu vois. Et on ne sauve pas un peu notre patrimoine, les pointus, pour garder vraiment l'âme historique du village, eh ben, bientôt il n'y aura plus rien, quoi. Et la preuve, regarde, on fait des minots qui vont pousser derrière, tu vois, qui vont nous aider à préserver ça. Ils baignent dedans, tu vois. On m'a transmis la passion des barques en bois, tu vois, j'en ai fait mon métier à les restaurer. Et de là, j'ai franchi le pas jusqu'à utiliser le bateau, tu vois. Et maintenant, voilà, je fais la pêche, mi-temps pêche, mi-temps charpentier, tu vois. Mon arrière-grand-père, il faisait la pêche ici. Mon grand-père et mes deux oncles et mon père. Alors, tu vois un peu, ça fait 4 générations. Quand c'est l'hiver, on fait la pêche à la soupe. Quand c'est le printemps, on pêche les dorades, les rougiers, tu vois. On marche à la saison. C'est-à-dire, en faisant plusieurs choses, on ne tape pas sur les ressources. Je constate qu'il y a trop de monde, trop de plaisance. Le tourisme, ça tue. Par exemple, un plaisancier qui va prendre 3 kilos de girelle, tu crois qu'il va me dire que c'est pas beaucoup. Et quand ils sont 1000 à pêcher de la Ciotat jusqu'à Fabregat, tu calcules 3 kg de girelle par jour sur 1000 personnes, tu calcules combien ça fait. C'est vite fait. L'été, il y a je ne sais pas combien de bateaux, 200 bateaux qui doivent se mouiller devant l'île des Ambiers. Là. Ils te font des marches arrière, ils t'arrachent les posidonies, ils te massacrent tous les gonzes. Mais ils ne peuvent rien faire. Hein. Là où ils mouillent les bateaux, par exemple, je donne un exemple là, où ils sont mouillés là. C'est une réserve à hippocampe. Il y a beaucoup de petits hippocampes. Ils vivent dans les posidonies, ils s'accrochent sur les algues. Alors qu'il y en a, j'emporte un peu à les études, les hippocampes, il n'y en a presque plus. Hein. C'est le nombre qui nous fait tort. À la base, on est de Lyon et on est parti un peu à l'improviste vendredi en se disant on veut aller dans le sud. Là, on a trouvé la fête des pêcheurs et tous les deux, on s'est dit ah ça c'est génial. Puis du coup, il y avait Fred qui était là et puis on a dit si vous faites une sortie, on serait partant et puis voilà, l'histoire elle est partie comme ça. Du coup, ce matin, ils sont venus avec moi et voilà, ça les a intéressés de voir un peu comment ça se passait, tu vois, tirer les filets, voir un peu les espèces de poissons et passer un bon petit moment. Moi, j'ai fait ma journée de pêche, ça jouait en rien mon travail, quoi. À part que j'ai parlé un peu plus parce qu'on me pose des questions, mais j'ai calé les filets où je voulais, ça ne change rien à la pêche. Tu vois, au contraire, par contre, tu donnes voilà, une vision de ce que tu fais, ton métier. Mais après, tu le fais qu'au beau jour, tu le fais 2 fois par semaine. Tu vois, des personnes qui veulent découvrir la petite pêche, je trouve que c'est bien. C'est le moyen de la sauvegarder. Ça se relie un peu plus au tourisme, tu vois. De toute façon, on est en retard, nous. Hein. Tu vas en Espagne, en Italie, en Grèce, ils vivent que de ça, les gens. Hein. Parce que derrière ça, c'est vrai, ils font déguster leurs produits. Après, tu vois, ils vont faire griller le poisson. Ils vont, tu vois, voilà, nous, on en est vraiment à la naissance du pescatourisme pour nous. C'est vraiment on tire les filets ensemble, mais il y en a qui ont développé plus loin.
regarde. Tu vois, regarde, tu suis le filet, regarde. Regarde, Fred maintenant, il démaille bien. Quand on a fait la fête des pêcheurs, on va pêcher le poisson, après on le fait déguster. C'est ça, en fait, ça va dans le sens, quoi. C'est du pescatourisme un peu. Une fois que tu as amorcé, il y a tout le monde qui vient te chercher. Si tu t'ouvres, et les gens, si tu te fermes, tu restes dans ton coin, tu fais ta pêche et puis tu sers à rien, en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on est un pion qui, je pense, qui sert un peu à décoincer un peu les mentalités. Et surtout, donner une belle vision. C'est pas du chalutage qu'on fait, toi, je veux dire, on cueille, hein, comme tu dis. Hein. On prend, quand on a pris une caisse de soupe et 4 poissons, tu vois, c'est pas la pêche intensive. Hein. Et celle-là, de petite pêche, il faut la protéger, justement. Nous avions juste à traverser la baie pour rejoindre la maison familiale. Patrice Francourt, chercheur à l'université de Nice, nous attendait dans le jardin du Loup-Paradou. En Méditerranée, les flux migratoires concernent aussi les poissons. Il y a plein de noms différents, on appelle ça les aliens, les espèces non indigènes, les espèces exotiques parce qu'on est dans un climat tempéré. Ces espèces qui ne sont pas des espèces méditerranéennes, qui sont rentrées ou qui ont été apportées par l'homme, vont essayer de s'installer. Alors s'installer, ça veut dire que la population va commencer à se maintenir parce qu'elle se reproduit. Et certaines de ces espèces peuvent éventuellement commencer à avoir un impact très important sur l'environnement. On les déclare dans ce cas-là dites invasives. Les poissons lapins, il y a 2 espèces. C'est typiquement là l'exemple d'une espèce invasive. Ils sont rentrés en Méditerranée par le canal de Suez il y a relativement longtemps, hein, dans les années 30-50. Alors que ce soit les phanérogames comme la posidonie, donc des plantes à fleurs, que ce soit des algues, n'importe quel type d'algue, etc., ils consomment. Et quand on plonge actuellement en Méditerranée orientale, le poisson et lapin est installé là-bas, il est chez lui, c'est son royaume depuis très très longtemps. Les fonds sont complètement dénudés. Nous, dans notre langage, on appelle ça un barents. Un barents, en anglais, c'est un milieu quasiment désertique, dénudé, il n'y a plus rien. Il commence à passer maintenant en Méditerranée occidentale, donc on est à l'ouest de la Sicile, de la Tunisie. La richesse de ce bassin occidental repose en très grande partie sur la diversité et la qualité de ses habitats, notamment des forêts d'algues. Et si jamais ce poisson lapin ou ces poissons lapins passent, s'installent, ces grandes forêts risquent de disparaître et donc des conséquences en termes de survie de très nombreuses espèces. On peut identifier des zones en Méditerranée. On sait que dans les 10-20 prochaines années, la probabilité d'installation est très forte. Et dans ce cas-là, on va s'appuyer sur toute la science participative pour informer les gens en disant que voilà, attention, cette espèce risque d'arriver. Là, on est dans un jardin, c'est comme les mauvaises herbes. Si on attend 6 mois et qu'on dit dans 6 mois je les enlève, c'est fini. On n'y arrivera jamais. On ne peut pas les contrôler, il y en aura partout. Par contre, si tous les jours on ramasse un brin d'herbe, on l'enlève, on arrive à, non pas l'éradiquer, mais on arrive à contrôler et empêcher que cette mauvaise herbe s'installe, modifie le milieu. N'importe qui a un téléphone qui fait une photo, ils pêchent quelque chose, ils voient quelque chose, paf, ils font la photo, ils le mettent en boucle sur leur réseau. Il faut être là pour capter cette information. Si c'est vraiment intéressant dans ce cas-là, aller plus loin. La science participative ne marche que s'il y a un retour. Si on demande quelque chose aux gens, participer, mais qu'il n'y a pas de retour, au bout d'un moment, les gens se lassent et puis ils ne voient pas à quoi ça sert. On ne peut pas garder nos habitudes, on pêche et on mange. Non, il va falloir changer ça, apprendre à reconnaître ces nouvelles espèces. Mon grand-père a traversé la France pour s'installer sur le littoral provençal, comme le poisson lapin a traversé le canal de Suez pour coloniser le bassin oriental de la Méditerranée. Venus de la capitale ou de l'océan Indien, nous sommes des espèces invasives. Notre intrusion a une incidence écologique. À la différence du poisson lapin, nous avons conscience de l'impact de notre activité sur le milieu naturel. Le voyage familial vers Sanary nous a ouvert les yeux sur le temps du changement. Au-delà des cadres législatifs, politiques et économiques,
L'avenir de Portisol repose d'abord sur notre engagement citoyen. Au fond de chacun, les gens savent bien que c'est une limite du système, l'utilisation des produits chimiques. Que ça a une conséquence sur la santé, sur l'environnement, sur leur santé, mais on ne veut pas se l'avouer. Il aurait été difficile d'atteindre d'emblée un niveau d'exposition aux dioxines et PCB qui soit sûr d'un point de vue toxicologique, sans pour autant compromettre des activités économiques comme par exemple la pêche. Donc pour éviter de mettre tous les pêcheurs professionnels au chômage, on y est allé graduellement en visant une diminution seulement dans un premier temps. Tout le monde est exposé au PCB. Il n'y a pas que notre profession, c'est aussi l'image de la rivière. Dire qu'on a des rivières qui sont polluées, que le poisson n'est même pas consommable, il n'y a pas quoi en être fier. Tout ce qu'on peut faire, en gros, c'est la laisser passer. Faire en sorte que le sédiment qui a été contaminé par les PCB continue à se répandre justement dans le Rhône, puis dans le golfe du Lion, et donc arriver sur des échelles qui sont tellement grandes que ça va se diluer. On a arrêté le robinet. Quand vous trouvez une contamination, c'est de trouver la source et d'arrêter le robinet. On a la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle les commissions locales d'information et de surveillance. Et les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'on les surveille. Donc même si on n'est pas des experts, le fait d'être présent, ça permet de limiter les excès qu'il peut y avoir. Comme je leur ai dit, on est chacun à l'extrémité du tuyau. Vous jetez votre saloperie et nous, on la reçoit dans la gueule. Entre 7 et 11 kilos d'arsenic par jour dans la mer, du titane, du mercure, du chrome, du vanadium, du plomb, et j'en passe et des meilleurs. On n'a pas à rejeter dans la mer, c'est interdit par la loi. Les mois, les années se passent, il n'y a rien de probant. Il va falloir revoir notre manière de fonctionner vis-à-vis de nous-mêmes, les porteurs de parole, de quelle manière on pourrait changer d'angle pour être plus pertinent dans les années à venir. Les hommes sont séparés par des frontières, les hommes sont séparés par des politiques, les hommes sont séparés par des idéologies, sont hélas encore séparés par des couleurs, mais ils sont réunis par l'air et par l'eau. Nous sommes solidaires de toutes les pollutions faites dans le monde, dans les airs et dans les mers.